Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'Atlético Madrid. On va voir ensemble pour la saison 2026-2027 quel schéma tactique va être utilisé, les joueurs, peut-il encore y avoir des changements dans cet effectif, des départs, des arrivées. On va parler aussi un petit peu plus en profondeur du style de jeu, quelle patte peut être mise en place par notre entraîneur, rejoint récemment d'ailleurs par Gabi. Je pense une très très bonne chose. On va commencer tout de suite par une revue d'effectifs complète. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau, j'ai volontairement déjà enlevé Clément Langlais, qui est parti du côté de Benfica, et Nico Gonzalez, dont l'option d'achat n'a pas été levée, dans la mesure où elle coûtait 30 millions d'euros. Sa saison était plus que moyenne, voire médiocre. Je pense, pour le bien du club, que ce n'est pas un joueur à recruter. À l'image de sa finale de Coupe du Monde, il n'est pas un joueur qui peut peser véritablement sur un collectif, dans la mesure où Gilmarín et Matteo Salimani ont annoncé qu'il fallait un équilibre financier, que pour des arrivées, il faudrait des départs. Je ne pense pas que dépenser 30 millions d'euros sur un ailier gauche, ce soit la priorité à l'heure actuelle du club de l'Atlético Madrid. Alors, comme matériel, qu'est-ce qu'on a ? On a 8 défenseurs, 4 centraux. On peut considérer Llorente comme un latéral droit dans la mesure où c'est déjà la position qu'il occupe une grande partie du temps lorsque ce n'est pas au milieu de terrain. Je considère aussi que, au vu de la densité de milieu de terrain, le poste de latéral droit sera sûrement pour lui cette saison. On a aussi, avec l'arrivée de Grimaldo, le backup Ruggieri et 4 défenseurs centraux. Avec, je pense, 2 titulaires qui se dégagent vraiment, c'est Anko et Marc Poubil. Le Normand qui vient sûrement en 3e et Jiménez en 4e. Déjà la saison dernière, Jiménez il n'a eu que des miettes lorsqu'il fallait faire tourner. Je pense que c'est vraiment un joueur qui est là plutôt pour le vestiaire et l'ADN Atlético que réellement pour aller chercher une place de titulaire. On va, pour commencer, faire le 11 qui est pour moi le meilleur 11 à aligner, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Pour ce poste de latéral gauche, sans aucun doute, Grimaldo. Je sais qu'il est nouveau, qu'il a fait une saison dernière avec le Bayer Leverkusen qui était plus moyenne par rapport à celle où qu'il a pu faire il y a 2 ans, notamment avec la campagne en Ligue Europa et le titre en Bundesliga. Néanmoins, il a un statut de champion du monde. C'est le cas de plusieurs joueurs dans l'effectif. C'est un joueur qui apporte énormément avec ballon. Et dans la mesure où on a des affaires extrasportives aujourd'hui qui touchent Ruggieri, je vous avoue que je suis un petit peu moins fan du joueur qu'il peut être. On va passer tout de suite à la charnière centrale. Comme je le disais, pour moi, le numéro 3 c'est le Normand, le numéro 4 c'est Jiménez. Anko, Poubil, c'est sûrement la meilleure charnière centrale qu'on peut faire à l'heure actuelle avec les joueurs qu'on a. Je reste assez sceptique de le Normand en tant que 3e central. Je vous avoue que je suis pour le moment pas du tout convaincu de sa saison à l'Atlético Madrid. J'espère qu'il pourra se relancer cette saison, c'est tout ce que je lui souhaite. On arrive enfin sur le poste de latéral droit. Comme je disais, je pense que Llorente va occuper cette position, notamment au vu de tous les milieux de terrain qu'on peut avoir. Llorente dans le poste de latéral droit, je trouve que c'est en plus la meilleure position dans laquelle lui peut être utilisé. Il est bon lorsqu'on est en relance basse, il combine plutôt bien lorsqu'il est mis sur l'aile. Il a évidemment un bagage athlétique, que ce soit en vitesse ou en endurance, qui est indéniable. Et l'avoir justement sur ce poste de latéral droit, qui généralement vient remonter un petit peu dans le demi-espace et se retrouve vite à combiner avec les milieux de terrain, ça peut être très intéressant. Mais on va revenir sur cet aspect un peu tactique à la fin de la composition et je vous expliquerai les problèmes que ça va poser déjà pour le coach et ses adjoints. Pour le milieu de terrain, j'ai vraiment fait le distinguo. En bleu foncé, vous avez les milieux de terrain qui sont potentiellement titulaires. En bleu clair, les remplaçants ou des joueurs qui peuvent jouer plutôt à d'autres postes. Pour moi, le titulaire numéro 1 qu'il faut, et je sais qu'il vient d'arriver, c'est une responsabilité importante, c'est de mettre Hjulmand dans ce milieu à 2. Coquet, qui comme la saison dernière est le capitaine, l'âme du club, il a reprolongé d'une saison. Je pense qu'il faut, comme la saison dernière, le garder pour les matchs très importants ou le faire rentrer lorsqu'il y a besoin de vraiment
de remettre un coup de fouet à l'équipe. On sait qu'il a la capacité à galvaniser un groupe, à expliquer. Il m'a l'air plutôt pédagogue avec les jeunes en plus. Donc l'avoir sur le côté, je trouve pas ça déconnant, même si c'est le capitaine. Ensuite, on a le poste de deuxième relayeur. J'aime beaucoup Cardoso, je trouve qu'il montre des choses très intéressantes. Maintenant, quel état physique? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre tout de suite dès le début de saison? Je ne pense pas. Et je trouve qu'on a un peu la paire avec Barrios, qui est lui aussi dans un état physique assez délicat. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va pouvoir être totalement rétabli de ses blessures. Je mets Barrios sur le côté, mais vous me comprenez quand je dis que Cardoso et Barrios vont sûrement se partager les minutes en espérant qu'aucun des deux ne se blesse gravement cette saison. Lemar, Mendoza, Vargas, je les mets volontairement tout de suite sur le côté. On reviendra sur Mendoza parce que je pense qu'il peut avoir un rôle important à jouer. Sur le côté gauche, qui d'autre que Baena? Honnêtement, encore une fois, lui aussi, il a un statut de champion du monde, d'autant plus qu'il est champion du monde titulaire dans une équipe d'Espagne qui roule sur ses adversaires. Il a fait une Coupe du Monde qui était vraiment très intéressante, un des meilleurs Espagnols qui en plus récupère la place, entre guillemets, de Nico Williams, qui lui avait fait un Euro tentaculaire. Lui récupère ce poste, combine parfaitement, est utile sur les coups de pied arrêtés. Je trouve vraiment qu'il a fait une Coupe du Monde parfaite. J'espère qu'il surfera sur son état de forme pour performer avec l'Atlético. Carlos Martin qui revient d'après au Rayo Vallecano, je ne sais pas s'il sera conservé par le club. Maintenant, dans une rotation, pourquoi pas? Notamment sur les matchs de Liga un peu plus faibles ou les matchs de coupe. Thiago Almada, on reviendra sur son cas tout à l'heure. Il est plutôt, selon les rumeurs, vers un départ vers l'Amérique latine. On verra ce que ça donne. En attendant, je ne pense pas de toute façon qu'il a sa place de titulaire. Sur le côté droit, je pense que c'est Simeone qui débutera, même si Kangin a totalement sa place. Mais pas que sur le côté droit, je pense aussi qu'il a sa place dans une attaque à deux. Je le mets sur le côté pour le moment, mais pareil, comme Mendoza, je vais vous expliquer juste après, je pense qu'on pourra revenir dessus. L'attaque à deux, pour moi, Lookman, Julian Alvarez. Alors Lookman, depuis le début de la préparation, il est utilisé justement dans cette attaque à deux, contre Etafé notamment, où il a été intéressant. Je pense, comme attaquant de profondeur, ça peut être un monstre, dans la mesure où il est généralement dans ce demi-espace gauche, où il peut venir notamment combiner avec Baena qui pourrait tout à fait prendre sa place et lui venir se mettre sur la latérale. Lookman dans cette attaque à deux, je pense que c'est top. Et justement, comme c'est plutôt un attaquant de profondeur, avoir un attaquant faiseur de jeu, meneur de jeu ici qui pourrait redescendre dans le milieu de terrain, qui pourrait venir aussi lui utiliser son pied droit pour venir se balader un petit peu tout autour de la surface, ça peut être super intéressant. Simeone, je ne l'ai pas dit, mais qui est plutôt un profil très rectiligne. Il a plutôt un profil à déborder, pressé, plutôt qu'avoir ses courses un peu en oblique. Il est généralement trouvé en profondeur sur des courses qui sont généralement plutôt verticales et rectilignes. Sorloth, en sortie de banc, pour moi Sorloth, on en discutera plus tard, mais je pense qu'il pourrait même récupérer du temps de jeu ailleurs et permettre à l'Atlético de récupérer une petite somme d'argent. Voilà le 11 que moi je juge être le plus intéressant. J'ai pas parlé des gardiens. Oblak titulaire, Musso en numéro 2, dans la mesure où Musso, je trouve, a fait ses matchs lorsqu'il était présent la saison dernière. J'ai l'impression que ce rôle de doublure d'Oblak lui va à merveille. Il fait les matchs de coupe en plus. On a une bonne paire de gardiens. J'espère qu'Oblak pourra être à 100% cette saison et enchaîner les matchs. Néanmoins, la cellule de recrutement de l'Atlético va devoir se pencher sur les saisons à venir, je pense, sur un gardien remplaçant. Voilà, ça ce serait le 11 si moi j'étais Diego Simeone. Avoir un Grimaldo très offensif qui pourrait venir prendre ici la latérale bien long de ligne. Baena dans un demi-espace qui viendrait en fait faire un milieu à 3 avec Cardoso peut-être un petit peu plus bas que Hjulmand. Simeone très rectiligne, lui qui viendrait longer la ligne, Llorente qui viendrait un petit peu s'insérer ici avec Cardoso pour faire un milieu en boîte.
Lookman qui viendrait lui aussi pouvoir combiner, Julian Alvarez qui déclencherait, on aurait une animation qui pencherait énormément à gauche, ça je l'accorde, Llorente qui pourrait même venir ici faire un milieu à 3, Baena et Cardoso un peu plus bas. Problème étant, et là je sais tout de suite ce que vous vous dites, c'est quand même vachement offensif, on parle de l'Atlético Madrid, avoir simplement 2 ou 3 joueurs qui restent derrière, c'est pas du tout la signature de la maison. Voilà pourquoi je pense qu'au fur et à mesure de la saison, la composition va sûrement se construire un petit peu différemment. On va garder forcément ce 4-4-2 à plat, qui est un petit peu la composition favorite qu'utilise Diego Simeone depuis la saison dernière, mais aussi depuis toujours. Encore une fois sur les matchs de préparation, que ce soit contre Manchester United perdu 2-1 ou Retafe gagné 4-1, c'était un 4-4-2 à plat. Je pense que Simeone sera titulaire comme Baena sur les ailes. Sur le poste de latéral gauche, si, je dis bien si, il n'y a pas trop d'action de but venant de la gauche, on pourrait garder Anco Grimaldo. Et c'est plutôt sur ce côté droit, sur ce milieu de terrain que je vais revenir, je vous explique. Il est possible que Pubil soit déporté en tant que latéral droit, que Lenormand vienne rentrer ici dans cette charnière, que Llorente soit utilisé dans un milieu à 2, et on aurait en fait Yulman Llorente, Simeone Baena, et devant Lookman, Julian Alvarez. Pour Julian Alvarez, j'ai quelques plans de remplacement, mais j'en parlerai seulement en fin de vidéo. Pour le moment, il fait partie de l'effectif. L'Atlético refuse les offres du Barça et a porté plainte pour discussion illégale. Je vous avoue que je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Je trouve que c'est un comportement de petit club que de réagir comme ça. Si Julian Alvarez veut partir et qu'un club met la somme, qu'il parte. Je considère qu'il ne faut pas garder un joueur contre son gré. Maintenant, il faut réunir les conditions financières nécessaires à son départ. Le brader, c'est pas du tout dans l'objectif, surtout qu'il a coûté plus de 90 millions d'euros. Il est fortement possible de voir Lookman être déporté dans le couloir gauche et Baena qui rentre en pointe. Je ne serais pas étonné de voir ça au cours de la saison. Mais pour le moment, le meilleur schéma tactique pour moi, c'est d'avoir Baena long de couloir qui peut rentrer dans ce demi-espace et Lookman en tant qu'attaquant de profondeur. Il est fort probable aussi que Pubil, s'il reste en charnière centrale, ce ne soit que Molina qui prenne la place de latéral droit. Et on aurait un schéma tactique en 4-4-2 beaucoup plus défensif, dans la mesure où si Grimaldo monte, il demanderait volontairement à Yulman de rester bas, ce qui ferait qu'on garderait une ligne de 4. Simeone qui viendrait en fait faire le 5e défenseur droit, donc la ligne de 5. Yulman, si jamais il monte, avoir ici une ligne de 4 ou de 5. Voilà, je pense que c'est comme ça que jouera l'Atlético cette saison. Après, vous allez me dire, Samuel, c'est pas trop compliqué dans la mesure où l'Atlético, son jeu est assez lisible depuis plusieurs années. Mais est-ce que Simeone a le bagage tactique et a encore la volonté de changer son idéologie de jeu? Je ne crois pas. Maintenant, il reste sur une demi-finale de Ligue des Champions. En somme, ça reste une performance que beaucoup de clubs européens aimeraient faire. Cette saison, quels sont les objectifs qui sont prévus? C'est pas les objectifs du club directement, mais qu'est-ce que moi, je théorise comme objectif? En Liga, je pense qu'il y a la possibilité d'aller chercher un top 3, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, être au-dessus de Villarreal, ce serait quand même bien. Est-ce qu'on peut se mêler à la bataille pour le titre? J'espère. Maintenant, il faut rester raisonnable. Tant que l'Atlético n'a pas une réelle patte tactique, le top 3 sera déjà un objectif suffisant. En Coupe du Roi, on reste sur une finale. J'aimerais aller plus loin, mais est-ce qu'on sera capable de réitérer l'exploit d'éliminer le Barça? Et est-ce que le Real Madrid va encore se faire sortir par une des deux espagnoles? J'y crois moyen aussi. Est-ce qu'atteindre les quarts de finale ou les demi-finales en tombant sur le Barça et le Real et se faire éliminer, c'est quelque chose de louable? Non. Maintenant, c'est une réalité. Essayer d'atteindre un minima les quarts de finale pour essayer de faire jouer un maximum de joueurs, je pense que c'est le mieux. Pour la Super Coupe, eh bien, j'aimerais bien la gagner. Ou à minima aller en finale, ne pas se faire sortir en demi-finale sur le premier match de Super Coupe. Ce serait l'occasion de ramener un titre, de faire plaisir aux supporters. Maintenant, il reste la Ligue des Champions aussi. Est-ce qu'il est possible pour l'Atlético de refaire une demi-finale ou au minima un quart de finale? Je pense.
On va attendre le tirage de toute façon de la phase de ligue. Ça fait 2 saisons que la phase de ligue existe et ça fait 2 saisons que l'Atlético arrive à terminer dans les qualifiés. Maintenant, il va manquer de joueurs d'expérience de Ligue des Champions. On vient de perdre Griezmann, qui est un joueur, même s'il n'a pas remporté de Ligue des Champions ou de trophée en Espagne avec l'Atlético Madrid, ça restait un joueur sur lequel on pouvait se baser. Il reste Koké, qui lui peut encore apporter des choses dans un entrejeu. Ça, ce sont les objectifs théorisés pour ma part. Que peut-on faire pour ajouter encore des billes à cet effectif? S'il y a bien des postes sur lesquels je trouve qu'on n'est pas encore assez fort, c'est sur les postes de latéraux. Ruggeri, Grimaldo, je pense qu'il faudrait un autre latéral gauche en remplacement de Ruggeri. Je m'explique. Je pense qu'il y a des joueurs sur lesquels on peut encore aller chercher des indemnités de transfert plutôt intéressantes. On va commencer. Molina et Ruggeri, qui sont un peu dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'ils sortent de saison moyenne. Molina peut surfer encore sur le beau parcours de l'Argentine en Coupe du Monde. Il est évalué à 13 millions d'euros. Je pense que pour 10-15 millions d'euros, c'est possible de le refourguer à une équipe, dans la mesure où en plus il a été inintéressant cette saison. Alors vous pouvez me ressortir que c'est un bagarreur et qu'il a mis 3 pétards en avril. Pour moi, c'est pas signe d'une saison réussie que de marquer 3 beaux buts et de défendre comme un dératé. Avoir un profil peut-être un petit peu plus joueur, notamment pour un équilibre et des relances plus intéressantes, je pense que ça pourrait être intéressant. Ruggeri, il y a les affaires extrasportives aussi. On va rappeler rapidement que pour se faire plaisir, ce monsieur il a besoin que des jeunes femmes lui envoient des vocaux à caractère raciste. Voilà. Écoutez, si jamais un jour c'est démenti, on le fera savoir. On dira qu'il a été victime de propos mensongers. Maintenant, sur la table, il y a cette affaire extrasportive. J'ai du mal à supporter ce genre de profil. Je vous avoue que quand il y avait les rumeurs Greenwood, j'étais le premier à militer dans les sphères de l'Atlético pour justement que la voix des supporters soit entendue, pour éviter qu'un mec comme ça arrive. Savoir qu'il y en a déjà un dans l'effectif comme Ruggeri, j'espère qu'il pourra être évacué. C'est pas du tout pour le moment des bruits de couloir que j'entends. J'espère qu'il sera évacué ou qu'il y aura une offre pour le faire partir. Donc, Ruggeri qui pourrait rapporter un peu plus de 20 millions d'euros, Molina environ 12 millions d'euros, ça fait déjà 32 millions d'euros. Dans la mesure où il faut être à l'équilibre, on ne pourrait pas faire partir les deux sans en recruter 2 autres. Quand on regarde aussi les remplaçants ici, au niveau du milieu de terrain, je pense qu'Obed Vargas pourrait demander à être prêté pour obtenir plus de temps de jeu, même si peut-être qu'il pourra aller gratter quelques minutes au milieu de terrain. Thomas Lemar qui peut jouer aussi sur une aile, qui sort d'un prêt mitigé à Rijon. Alors Rijon, on le sait, est descendu, n'a pas fait une saison top. Lui a pu gratter ses minutes de jeu. Il a retrouvé au moins des sensations football qu'il n'avait plus depuis un bon moment à cause de sa blessure. Est-ce qu'il faut le prêter? Est-ce qu'il faut le garder dans l'effectif? Est-ce qu'il faut le libérer pour qu'il puisse trouver un projet intéressant? Les 3 s'entendent. Je ne suis pas contre l'idée de le garder. C'est un joueur qui a quand même gagné le dernier titre de Liga avec l'Atlético. Mais en même temps, le prêter pour qu'il acquiert du temps de jeu, c'est pas déconnant. Et le libérer, juste son indemnité de transfert serait tellement ridicule que libérer son salaire serait à peu près équivalent. Et lui, ça pourrait lui permettre de trouver peut-être un projet à la hauteur de ses ambitions qui sont forcément revues à la baisse à cause de sa blessure. Carlos Martin, qui rentrera peu dans la rotation des attaquants, mais qui peut demander à être prêté. Le garder, c'est pas incohérent non plus, il faut quand même des joueurs sur le banc. Almada, comme je vous disais, qui lui va sûrement être transféré en Amérique latine, qui peut rapporter un chèque, je prends. Dans la mesure où il n'a pas l'air de vraiment s'intégrer dans le collectif de l'Atlético, il faut être honnête, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur qui aime avoir le jeu autour de lui. Revenir peut-être dans un club un petit peu plus mid pour avoir les clés du camion, c'est peut-être plus intéressant pour lui effectivement. Je pense que c'est la bonne décision s'il s'en va. Kang In Lee, qui pour moi peut avoir des minutes sur ce côté droit mais aussi à la place de Julian Alvarez, tout comme Mendoza qui peut aussi prendre des minutes au milieu mais aussi à la place de Julian Alvarez. On l'a vu sur un match de préparation, Mendoza avait été utilisé en tant que double pointe.
mais associé à Lookman qui était un attaquant de profondeur, lui plutôt dans un attaquant de décrochage. Pour rappel, c'était vendu comme le nouveau Pedri Mendoza par Alemany. On n'a pas encore pu voir la pleine mesure de son talent. Peut-être qu'il a la capacité d'être un meneur de jeu avancé, à voir. J'espère pour lui qu'il peut l'être pour nous. Mais Kang-in Lee qui peut forcément voler des minutes à beaucoup de joueurs sur les lignes. Alors on parle pas à gauche Baena parce qu'il y a déjà Lookman qui peut venir s'y mêler, etc. Mais à droite, tout comme en pointe, je pense que Kang-in Lee il peut venir chercher des minutes. C'est un rôle qu'il avait déjà quand il était au PSG, de sortir de banc et d'être un joueur comme ça tranchant qui peut utiliser les espaces qui sont laissés par les adversaires un peu plus esselés avec sa qualité de dribble. Il connaît le championnat dans la mesure où il a joué en Liga pendant 1 ou 2 saisons si je ne me trompe pas. Il peut aussi gratter une place de titulaire dans ce rôle justement à la place de Jun Alvarez si jamais celui-ci venait à partir. À voir. Et on a Sorloth en sortie de banc qui peut lui, pourquoi pas, venir gratter des minutes aussi parfois en tant que titulaire. Sorloth, il n'est pas incohérent quand il est en bout de chaîne face au but, ça reste un assassin. Mais son rendement, en fait, le rapport qualité-prix de Sorloth, je le trouve plus que médiocre. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant si une écurie de Premier League ou de Championship qui monte en Premier League vient s'intéresser à Sorloth pour 30 millions, 25 millions? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de le revendre et pourquoi pas d'aller chercher un profil peut-être un petit peu moins Golgoth, mais peut-être un petit peu plus comme Kang-in Lee, Mendoza, Lookman, des joueurs de petit espace, des joueurs utiles dans les combinaisons? À voir. Donc, Sorloth, Almada, Ruggieri, Molina, ça c'est des pistes de vente qu'on peut avoir. Mais alors, si on a des pistes de vente, ça voudrait dire qu'il faut aussi des pistes de rachat. Et pour ça, j'ai ciblé certaines zones du terrain, notamment le poste de défenseur central et de latéral droit. Je m'explique. Un des premiers profils qui peut être très intéressant, c'est Ben White. Alors Ben White, qui vient d'Arsenal, qui a joué énormément au poste de latéral droit Arsenal, mais qui a été aussi utilisé, que ce soit à Brighton ou dans ses premières années en tant que défenseur central. Il serait forcément dans la hiérarchie 3e ou 4e défenseur central, mais par contre il pourrait être tout à fait 1er ou 2e latéral droit. Et dans la mesure où c'est un joueur qui a énormément de qualité à la relance, qui a eu quand même des bases tactiques très fortes imprégnées lors de ses premières années avec Arteta, aujourd'hui il a perdu sa place au profit de Timber, qui lui est passé devant. En charnière centrale, évidemment qu'il n'a plus sa place avec la paire Gabriel-Saliba. Est-ce qu'il pourrait pas être cool pour lui de sortir du contexte d'Arsenal, d'aller chercher un contrat en dehors de l'Angleterre? Est-ce qu'il est capable de s'exporter? Ça c'est une chose aussi, on sait que Trippier l'avait très bien fait. Les Anglais petit à petit sortent de plus en plus de PL. Pour récupérer une place en plus en sélection, il serait intéressant pour lui de se montrer. J'avais pensé à Ben White. On a aussi Crépin Diatta. Alors Crépin Diatta qui est vraiment sur un poste de latéral, limite piston droit pur. Lui est libre de contrat. Donc il n'aurait aucune indemnité de transfert à payer. Forcément, il faudrait une petite prime à la signature, mais il ne sera pas trop gourmand dans la mesure où on lui propose un projet où il serait 2e défenseur droit avec en plus la possibilité de jouer un championnat majeur, la Ligue des Champions et 2 coupes. Je trouve que c'est intéressant, ça peut être un projet pour lui, un dernier gros projet avant potentiellement de s'exiler dans un pays du Golfe. Maintenant, c'est un joueur qui a été sujet à pas mal de blessures et de pépins physiques ces derniers temps. Dernier exemple en date, c'est à la CAN où malheureusement il ne peut pas suivre ses coéquipiers sur les derniers tours à élimination directe parce qu'il se pète. À voir au niveau de son état physique s'il peut enchaîner les matchs dans la mesure où, comme je le répète, il ne serait pas là pour prendre 2000-2500 minutes mais prendre 1100-1300 minutes sur la saison et de venir en plus en sortie de banc apporter un dynamisme et une percussion. On sait que c'est quand même un mec qui a été utilisé dans ses premières années en tant qu'ailier de profondeur. Aujourd'hui, il a la hargne d'un latéral.
mais il pourrait être intéressant dans ce poste de doublure, notamment dans les matchs où il y a besoin de pousser offensivement. Lui est parfaitement dans l'idéologie d'aller à la guerre et d'aller à l'offensive. Derrière, on aurait un peu dans le même rôle que Ben White, Tomiyasu, qui sort d'une expérience mitigée à l'Ajax, mais on sait que l'Ajax ça fonctionne pas très très bien depuis quelques années. Tomiyasu, il a évolué en tant que défenseur central. Alors lui a un peu la carrière inverse de Ben White. Il était d'abord utilisé en tant que latéral droit, puis petit à petit s'est recentré. Lui est libre de tout contrat. Un peu comme Diatta, il ne serait sûrement pas trop gourmand niveau salaire. Il aurait la possibilité de jouer en tant que deuxième latéral droit et troisième voire quatrième défenseur central d'une équipe de Ligue des Champions. Venir garder des minutes lorsque l'équipe tourne. Il est libre de tout contrat. Et en plus, je pense que c'est pas le type de joueur sur lesquels on fait un pari extrêmement risqué. Son comportement, il m'a pas l'air extrêmement mauvais pour un collectif. Derrière, on a la piste Twenzembe. Alors, j'y crois vraiment très moyen. Ce serait vraiment sans aucune injure et avec tout le respect. Il joue en Championship. Alors, c'est un défenseur solide. J'ai pas le moindre doute dessus. Un peu à la Chancel Mbemba. Tous les deux sont congolais et sont libres de tout contrat. Est-ce qu'ils ont la capacité de s'intégrer dans un groupe où ils joueraient beaucoup moins? Je ne sais pas. Maintenant, ça reste des opportunités de transfert. Lorsque j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur Axel Twenzembe. Je me suis dit, ça peut toujours être intéressant. Il a 28 ans, il a connu Manchester United, il a connu plusieurs saisons avec Burnley, avec une patte tactique qui était quand même très intéressante. Burnley en Championship, les années où il finit champion, ça joue au football, notamment avec Vincent Kompany. Pourquoi pas? À la relance, il peut être intéressant. On sait que c'est un guerrier. Dans ce rôle justement de 3e ou 4e défenseur central, c'est pas incohérent, je trouve. Lui coûterait un petit peu plus cher, c'est Calvin Bassey. Alors moi je suis un fan, depuis qu'il était à l'Ajax, je suis un grand fan du joueur. Je trouve que c'est un frigo américain qui va à une vitesse de Formule 1. La comparaison n'est pas forcément la plus prodigieuse, mais vous m'avez compris. Pour ceux qui ont regardé les CAN récemment avec le Nigeria, vous voyez que c'est un joueur qui a une capacité monstrueuse de contact et de combat physique, d'appel de balle. Je trouve qu'à la relance, il n'est pas incohérent non plus. Maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'il est à Fulham. Il se sent peut-être très bien là-bas, il ne souhaite pas bouger. Maintenant, si on lui propose, encore une fois, la lumière de la Ligue des Champions, moi je dis toujours, ça peut toujours être un tremplin pour beaucoup de joueurs. Et je pense en plus que Calvin Bassey, il a totalement le profil pour s'imposer devant Nko. C'est dire... Ça ne veut pas dire qu'il passerait titulaire indiscutable, mais je pense qu'il a son potentiel. Derrière, j'ai nommé Guerreiro, donc sur ce poste de latéral gauche. Je trouve que Guerreiro, qui va être libéré par le Bayern Munich, qui n'est pas re-signé pour une saison supplémentaire. Alors oui, il a 32 ans, il est libre de tout contrat. Je ne sais pas du tout s'il a déjà des pistes de contrat dans les pays du Golfe, etc. Mais je trouve que c'est un profil différent de Grimaldo, mais très intéressant dans le jeu, je m'explique. Un peu à l'instar de Llorente qui peut être utilisé à la fois dans le milieu de terrain comme sur un poste de latéral. Lui, il a un peu ce rôle inversé à gauche parce qu'il est souvent trouvé dans ce demi-espace lorsqu'il est milieu de terrain comme lorsqu'il est latéral. On sait qu'il a plus le coffre pour enchaîner des saisons à 2500-3000 minutes, mais encore une fois, derrière Grimaldo, pourquoi pas venir chercher 1500 minutes? Ce serait un dernier gros projet. Il n'a jamais joué en Espagne. C'est pas très loin de son pays natal qu'est le Portugal. Pourquoi pas? Derrière, Estupiñán qui est aujourd'hui à l'AC Milan, qui est un petit peu en déclin, il faut être très honnête. Alors à Villarreal, il a monté des choses très intéressantes avant d'être transféré à Brighton, où là encore, il a surperformé peut-être. À l'AC Milan, ça a été bien plus compliqué, mais il a ce point positif dans la mesure où comme il a moins bien performé, sa cote a énormément baissé. Il a déjà 27 ou 28 ans, ce qui fait qu'il est évalué à 12 millions d'euros si je ne me trompe pas. La possibilité pour lui d'être trouvé dans un rôle de doublure derrière Grimaldo, dans un profil qui pour le coup est à peu près similaire, c'est un latéral très offensif, long de ligne. Est-ce qu'il a encore le tranchant pour venir s'imposer dans un club espagnol? Je ne sais pas, mais il connaît le championnat et ce serait encore une fois un pari
peu risqué en indemnité de transfert. Si toujours des départs il y a, on se retrouverait carrément dans une situation où on achèterait un joueur moins cher que ce qu'on a revendu. Sauf si l'AC Milan est extrêmement gourmand, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Derrière, on a le cas Chalobah Darabioyo. Alors apparemment, Chalobah se dirige vers Com, ce qui est très très bien pour lui. On a Darabioyo qui est évalué, si je ne me trompe pas, à 16 millions d'euros. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité d'aller piocher dans le réservoir de Chelsea? Je me permets d'aller sur le Transfermarkt de Chelsea pour vous montrer ça. Alors, on voit déjà au niveau des gardiens de but, il y a 4 gardiens de but. Il y a même 5 gardiens de but, pardon, si on compte Mike Penders. Et au niveau des défenseurs centraux, donc on s'arrête à Jorelato, on a Anselmino, Badiachil, qui lui serait en partance pour Naples, si je ne me trompe pas. On a Disasi, Adarabioyo, comme je le disais, 16 millions d'euros, qui pourrait totalement être utilisé dans une défense à 3 comme dans une défense à 2, en tant que 3e ou 4e défenseur central. Mamadou Sarr, qui est encore jeune, et je pense de toute façon qu'il va être conservé par Chelsea, tout comme Wesley Fofana et Levi Colwill. Chalobah, comme je disais, qui est en partance pour Com, c'est dommage parce que je pense que ça pourrait être un défenseur super intéressant à prendre, notamment dans sa qualité de relance à l'Atlético. Et Maxence Lacroix qui vient d'arriver forcément, qui sera conservé. Donc Chalobah ou Darabioyo qui, pareil, pourrait totalement prendre une place dans une défense en tant que 3e central et gratter vraiment un maximum de minutes. Maintenant, si Chalobah est en partance au moment où moi je tourne cette vidéo, un Darabioyo qui ne vaut que 16 millions d'euros, je trouve que pour le coup c'est vraiment une aubaine. En plus de ça, Chelsea a beaucoup de défenseurs centraux. Xabi Alonso a annoncé qu'il n'en garderait que 4 ou 5. Ça veut dire potentiellement, si Badiachil et Chalobah partent, qu'il restera encore un départ. Derrière, j'ai la piste Ceballos. Alors je vous explique. Ça c'est un petit peu le piment que je sors de ma besace. Il est libre de tout contrat, il s'en va du Real Madrid et je trouve que ce serait un beau pied de nez au Real Madrid que d'aller shipper un joueur qui a ouvertement critiqué la direction du Real dans la mesure où il était totalement en désaccord avec Arbeloa depuis le départ de Xabi Alonso. Maintenant, c'est sûr qu'il quitte un club qui n'a pas beaucoup de fonds de jeu pour un club qui n'en a pas beaucoup non plus. Mais peut-être que lui, ça peut être une étincelle nécessaire à sa carrière pour redonner du peps. Maintenant, je l'imagine plus dans un club comme le Betis Séville où il avait montré des choses super intéressantes. À voir. C'est juste que lorsque j'ai regardé la liste de joueurs encore qui sont sans contrat et sans club, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de venir le récupérer. Il pourrait très bien prendre une place en tant qu'attaquant 10 ou venir prendre une place au milieu de terrain et gratter pas mal de minutes. C'est un joueur qui est élégant avec ballon en plus, je trouve. Maintenant, je suis totalement à 100% d'accord avec ceux qui me diront qu'il n'y a aucune chance qu'il rejoigne l'Atlético. Le dernier, c'est un petit peu pour le coup mon coup de cœur, un joueur que j'adore, c'est Jadon Sancho. Toujours libre de contrat. Alors il y a la rumeur Turquie pour lui. Je trouve que ce serait extrêmement dommage. C'est un joueur qui a tellement de qualité balle au pied. On l'a vu lorsqu'il est revenu à Dortmund. C'était un peu le monsieur Ligue des Champions de Dortmund, qui ne les a pas à lui tout seul emmenés en finale, mais il était quand même un artisan majeur depuis son retour. L'avoir en tant que milieu droit dans un objectif de contre-attaquer rapidement, on sait que lui, comme Kangingli, sont des joueurs qui peuvent très bien utiliser les espaces, même les plus petits, pour se procurer une occasion ou provoquer le dribble qui va permettre d'ouvrir un espace. C'est en plus un joueur qui a une telle capacité technique qu'il va forcément attirer du marquage et libérer des espaces pour ses coéquipiers. Si en plus il se met en confiance, il peut devenir un crack total en Espagne, qui est quand même un championnat qui est plus ouvert pour les dribbleurs de son acabit. Venir en Espagne, ça peut être un pari risqué pour lui, mais moins risqué je trouve pour le club, dans la mesure où c'est un joueur qui est libre de contrat, il demandera sûrement une grosse indemnité de clause à la signature. Mais encore une fois, s'il y a la possibilité de vendre Almada et de recruter Sancho, moi je le fais. Personnellement, si je suis Matteo Salimani et que Sancho a l'air intéressé pour rejoindre l'Atlético Madrid, je prends un jet privé, j'arrive chez lui et je le fais signer. S'il y a bien un moment où il ne faut pas avoir de neutralité carbone quand on est un gros club, c'est quand on peut aller chercher des joueurs qui font vivre le football, qui peuvent amener du spectacle. On sait que Griezmann est parti, que c'était un joueur frisson.
Aujourd'hui, ramener Kangin Lee, c'est super. Avoir des joueurs comme Lookman et Baena, c'est top. Grimaldo, pareil. Ramener un Sancho, c'est ramener aussi un taux de dribble par match qui peut être intéressant, des foules qui vont se lever, des gamins qui vont avoir les yeux émerveillés quand ils vont regarder à la télé Sancho balle au pied. Si c'est un pari réussi, bien entendu. On va parler maintenant du cas de Julian Alvarez. Si jamais celui-ci venait à partir, il ramènerait forcément une manne financière qui est extrêmement importante. On parle de plus de 100 millions d'euros, mais dans la mesure où, encore une fois, on l'a payé plus de 90, ce serait logique qu'il soit vendu à cette hauteur. Je vois deux profils, Pavlidis de Benfica et Balogun, qui apparemment serait plutôt sur un départ depuis Monaco. Les deux coûteraient entre 50 et 60 millions d'euros, il faut être tout à fait honnête. Maintenant, les deux ramènent une quantité de buts importante. Alors Balogun plutôt comme attaquant de projection, ça veut dire qu'il faudrait aussi un petit peu changer son approche, et peut-être Lookman qui rebasculerait dans un poste de milieu gauche et Baena qui deviendrait du coup ce milieu de décrochage. Et on a Pavlidis qui lui pour le coup n'est pas un Sorloth, n'est pas un Julian Alvarez non plus, mais qui est vraiment un renard des surfaces comme pas possible. Il participe plus au jeu que Sorloth, moins qu'Alvarez, il a moins cette patte technique. Par contre, on sait qu'il va peser sur les défenses, il va être présent dans la surface et venir mettre le coup de casque ou être présent à la sortie, à la retombée des centres. Voilà, c'est les deux profils que j'ai vraiment retenus et qui peuvent être intéressants en remplacement de Julian Alvarez, dans la mesure où le marché est quand même vachement bouché. Je vois mal l'Atlético réussir à faire un João Pedro ou à faire un Erling Haaland, il faut être tout à fait honnête. Pavlidis, Balogun, je trouve que c'est des pistes qui peuvent être super intéressantes. J'avais Carlos Espi, mais il a signé pour le Real Madrid il n'y a pas très longtemps, dans la mesure où ils avaient une clause de rachat. Donc voilà, c'est la revue d'effectifs que je vous propose. Maintenant, l'Atlético va jouer en 4-4-2. Est-ce que Diego Simeone va enfin accepter de laisser beaucoup plus une part belle à l'offensive, un peu comme ce que Deschamps a pu montrer sur ces dernières années? Peut-être que, on ne sait pas, Diego Simeone va un petit peu changer son chorismo et retourner un petit peu sa veste, peut-être partir sur une tactique un petit peu plus offensive. Je me rappelle d'il y a 2 ans où on avait quand même un jeu offensif qui était très intéressant. On avait mis des scores au Barça, même dans la défaite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une régénération d'effectifs qui est possible, qui est faisable et qui est nécessaire. Maintenant, voilà, ça reste que mon avis personnel. Si vous, en tant que fan de l'Atlético ou même juste fan de football, qui êtes suiveur un petit peu des championnats majeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative. Je vous laisse à vos pensées, à vos réflexions. À la plus!